Oui, 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 oui. Je vous propose de prendre place. Nous allons débuter. Je propose au service de s'asseoir et de préparer le conseil. Nous allons ouvrir ce conseil municipal qui est une nouvelle fois diffusé en direct. Et normalement, j'espère que ceux qui nous regardent pourront avoir le meilleur son possible. Ils peuvent tout de suite nous le dire sur le direct sur la ville d'Autun de ce conseil municipal au cours duquel nous aurons en introduction 2 interventions par rapport au projet Cœur de Ville. Je propose donc par ailleurs 3 rapports et une annexe ont été déposés sur table. La demande de renouvellement de l'habilitation du service archéologique qui doit être votée avant début 2020 pour notre service archéo. Et puis à la suite de la réunion de travail des présidents de groupe, nous en reparlerons tout de suite sur les interventions introductives, un projet de rapport complémentaire sur l'appel à manifestation d'intérêt Réinventons nos cœurs de ville. Je demande à Sylvie Brochot de procéder à l'appel. Sylvie, on te transmet la liste et puis je te demanderai d'allumer le micro. Pas de souci. Merci. Vincent Chauvet. Présent. Monique Gattier. Doit arriver. Roger Vernet. Présent. Marie-Claire Tellier. Est excusée et souffrante à donner un pouvoir à Josette Joyeux. Alain Durand. Présent. Cathy Nicolaou Valacci. Pascal Pomarel. Est excusée à donner pouvoir à Cathy Nicolaou Valacci. Josette Joyeux. Gilbert Darroux. Régine Devoucou. Hubert Lobreau. Jacques Palot. Est excusée à donner pouvoir à m'a donné pouvoir. Roland Boissard. André-Alix Coudray. Jean-Louis Cormier. Solange Federico. Est excusée et a donné pouvoir à Roger Vernet. Didier Devoucou. Pascal Billier. Jamila Benedine. Delphine Florent. Rémi Roberotte. Doit arriver. Patrick Guillet. A donné pouvoir à Gilbert Darroux. Est excusé. Frédéric Weber. Est excusé et a donné pouvoir à Roland Boissard. Francette Gibels. Rémi Chandegros. Martine Dufresne. Jean-François Lagneau. Absent. A établi un pouvoir. On a reçu. Non. Absent. Absent. Philippe Christel. Bruno Galis. A donné pouvoir à Rémi Chantegros. Bertrand Joly. Est excusé. Julie Regon. Absente. Et Marie Marin. Excusé. Merci beaucoup. Nous avons le quorum malgré quelques malades qui sont restés cloués au lit. On pense à eux et on leur souhaite un prompt rétablissement. Donc je vous propose dans l'ordre du jour, de faire le point 1, et puis qui sont les actes accomplis, et ensuite de passer aux 2 exposés relatifs à Action Cœur de Ville. Sur le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 18 octobre 2019, y a-t-il des questions ou des observations? Non, je vous propose donc d'en prendre acte. Le compte-rendu des actes accomplis par le maire en vertu de la délégation donnée par le conseil municipal. Je n'ai pas le rapporteur. Francette. Oui, Gibels. c'est bon. Je t'en prie.
Alors, décision numéro 161 du 20 août 2019 concernant la convention d'une mise à disposition à la SARL Capricci Production de l'ancienne prison d'Autun. Décision numéro 162 du 20 août 2019 concernant donc la procédure adaptée de fourniture d'une balayeuse pour le service de voirie pour un montant de 70 000 € hors taxe. Décision numéro 163 du 23 août 2019 concernant les travaux de réfection de chaussée et création de trottoirs rue de la Grille et rue du 22e BMNA pour un montant de 206 509,20 € TTC. Décision numéro 164 du 26 août 2019 autorisant la signature d'un avenant. Ça va là numéro 1 à la convention d'autorisation d'occupation précaire, donc pour Borderline Coaching Dance. Il s'agit d'une salle de 103 mètres carrés, située au Forum. Une décision numéro 165 du 27 août 2019. Il s'agit d'une convention pour la participation des sapeurs-pompiers au dispositif de sécurité lors du spectacle pyrotechnique du samedi 7 septembre 2019 pour un montant de 510,60 €. Décision numéro 166 du 4 septembre 2019 autorisant la signature d'un contrat d'animation musicale avec Gulse Productions pour une représentation avec le groupe Love Orchestra le samedi 7 septembre 2019 à 22h45 pour un coût de 4 500 €. Décision numéro 167 du 12 septembre 2019 concernant l'autorisation d'occupation précaire de locaux constitués d'un appartement de type 3 à la Croix-Blanche pour le groupe Entreprendre pour Autun. Décision numéro 168 du 18 septembre 2019. S'il s'agit d'une modification numéro 1 au marché ayant pour objet les travaux de création d'un site d'athlétisme au Stade Saint-Roch. Il s'agit donc d'une augmentation d'un montant qui est désormais porté à 878 886,01 €, soit une augmentation de plus de 104 000 € hors taxe. Décision numéro 169 du 18 septembre 2019 concernant les travaux de création d'un site d'athlétisme au complexe sportif et concernant la lumière pour une augmentation donc d'un montant de 9 893 € hors taxe. Décision numéro 170 du 18 septembre 2019 concernant l'attribution de marché de 4 lots. Donc le lot 1, maçonnerie, à l'entreprise Dufraigne. Le lot 2, couverture à l'entreprise SARL SDB. Lot numéro 3, menuiserie ferronnerie à la SARL Second. Lot numéro 4, échafaudage à la SAS Villermoz. Décision numéro 171 du 18 septembre 2019. Donc, il s'agit d'une convention de location entre l'OPAC et la ville d'Autun pour un local de 44 mètres carrés pour l'association Atelier Nomade. Décision numéro 172 du 18 septembre 2019. Convention d'occupation précaire de locaux pour le syndicat de Confédération Générale du Travail à la Maison des syndicats pour un montant de 150 € par an. Décision numéro 173 du 18 septembre 2019 autorisant la signature d'une convention avec VO2 Max Film Production dans le but de soutenir la production d'un film de court-métrage pour une sensibilisation du public sur le harcèlement moral au travail pour un montant de 5 000 €. Décision numéro 174 du 19 septembre 2019. Signature donc d'un bail dérogatoire pour un local situé Général de Metz à M. Karim Benchebra pour une durée de 1 an et pour un loyer mensuel de 125 €. Décision numéro 175 du 23 septembre 2019 concernant la signature d'un bail dérogatoire pour une location d'un local commercial rue de la de Tassigny, donc à la ville, pour moyennant un loyer mensuel de 200 € hors taxe. Décision numéro 176 du 23 septembre 2019 concernant la signature d'un bail dérogatoire de sous-location de ce local à la société Le Pharo pour la destination suivante, bar petite restauration Presse-Jeu. Donc ce bail consenti pour une durée non renouvelable de 1 an et pour un loyer de 460 € mensuels.
Décision numéro 177 du 23 septembre 2019. Il s'agit d'un bail dérogatoire pour la location d'un fonds de commerce d'une superficie de 120 m², place Valencourt, à la ville, pour un loyer mensuel de 700 €. Décision numéro 178 du 24 septembre 2019 qui annule et remplace la 155-2019, donc d'avant. Concernant les locaux à usage de bureau, à la maison des syndicats, pour le syndicat Force ouvrière, pour une redevance forfaitaire de 50 € par an, des charges de 100 € par an et un total donc de 150 € par an. Décision numéro 179 du 25 septembre 2019. Il s'agit d'une convention d'occupation précaire d'un local rue Pierre et Marie Curie pour l'association Les Ateliers Nomades pour moyennant la somme de 100 € par an. Décision numéro 180 du 26 septembre 2019 concernant la signature d'une convention entre l'association diocésaine pour en fait le partage de l'éclairage de la cathédrale d'Autun, une convention qui est établie pour une durée de 5 ans. Décision numéro 181 du 1er octobre 2019 qui autorise la signature d'une convention d'occupation d'une salle située à l'EVA pour l'association Unité Mobile de Premier Secours. Tout ça pour une redevance forfaitaire mensuelle de 60 €. Décision numéro 182 du 1er octobre 2019, convention d'occupation d'un local à l'association sportive rugby, donc au 1 rue des Pierres, moyennant la somme de 250 € par an. Décision numéro 183 du 4 octobre 2019, concernant donc les services de télécommunication fixes et mobiles. Une augmentation donc du montant annuel suivant l'augmentation des besoins récurrents à la ville d'Autun. Donc ce montant est porté à 10 000 € hors taxe. Décision numéro 184 du 8 octobre 2019 portant sur la défense de la commune d'Autun. Donc pour le cabinet, la défense sera donc assurée par le cabinet d'avocats Oppidum concernant des règlements régionaux des transports. Décision numéro 185 du 9 octobre 2019. Convention d'occupation précaire pour une salle de 37 m² au 2e étage du forum pour l'amicale sportive des écoles laïques de l'Autunois-Morvan. Donc moyennant une redevance de 100 € par an, une participation en charge de 40 € par mois et une participation de 50 € par mois pour l'utilisation de la salle de réunion. Décision numéro 186 du 9 octobre 2019, convention d'occupation pour un auvent fermé et aménagé, rue Louis Charlot à l'amicale Billard Club Autunois, pour une redevance de 100 € par an. Décision numéro 187 du 9 octobre 2019 pour des locaux d'une superficie de 200 m² au Football Club Autunois, ça c'est au forum aussi, pour la somme de 250 € par an. Décision numéro 188 du 9 octobre 2019. Donc c'est la signature d'une convention d'occupation pour la mise à disposition de Madame Dominique Desroches pour son activité d'artisan du vitrail pour des locaux situés 9 place Tétéro pour une durée de 1 an à partir du 1er janvier 2020. Ce sont les locaux que nous mettons à disposition, pas Madame Desroches, comme peut le laisser entendre l'acte. Donc c'est bien la mise à disposition à Madame Desroches d'un local et pas la mise à disposition de cette personne qui par ailleurs fait des vitraux de très belle qualité en face de la cathédrale et donc dont nous renouvelons la convention d'occupation avec la ville. Voilà, moyennant une redevance de 210 € annuels. Donc désolé pour Madame Desroches, effectivement, elle n'est pas à notre disposition. Décision numéro 189 du 9 octobre 2019 concernant un local de 58,50 m² pour le Sprinter Club Autunois, moyennant une redevance de 100 € par an et des charges de 25 € par mois. Et enfin, décision numéro 190 du 10 octobre 2019. C'est pour le réaménagement du parc paysager Robert Schuman. Il s'agit en fait d'une prolongation des délais de réalisation des plantations, et ceci sans changer le montant du marché. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte des présentes décisions prises par monsieur le maire sur délégation du conseil municipal. Merci beaucoup. Merci. Sur ces actes accomplis, y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose d'en prendre acte. Et pour terminer, l'administration générale, l'avis du conseil municipal sur les jours retenus au titre de la dérogation au principe du repos dominical. Roger Vernet.
Considérant que lorsque le nombre de dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de la ville et de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Considérant que suite à différentes démarches d'organisations professionnelles et après avoir recueilli les propositions des regroupements de commerçants, il est proposé de retenir les dimanches suivants: 19 janvier 2020, 17 mai 2020, 14 juin 2020, 6 septembre 2020, le 11 et le 25 octobre 2020, le 1er et le 29 novembre 2020, le 6, le 13, le 20 et le 27 décembre 2020. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur les dates retenues, de transmettre à la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan le projet de décision de Monsieur le maire pour avis. Merci beaucoup, Roger. Vous avez en annexe les entreprises qui ont répondu avec les dates souhaitées. Vous avez vu que donc, nous essayons de faire au mieux pour contenter l'ensemble des entreprises qui souhaitent ouvrir le dimanche. Sur cet avis relatif au dimanche travaillé, y a-t-il des questions ? Je propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Et dernier rapport de ce point 1 sur donc, le rapport sur table pour la demande de renouvellement de l'habilitation, anciennement agrément du service archéologique de la ville d'Autun. Cet agrément est valable 5 ans. Notre service travaille en partenariat régulier avec l'INRAP, avec Bibract. 2 membres du service d'ailleurs sont rattachés à l'unité mixte de recherche de l'Université de Bourgogne. La ville d'Autun a la nécessité de poursuivre son activité en matière d'archéologie préventive et donc sollicite auprès de l'État le renouvellement de son habilitation octroyée sur la base d'un examen par le ministère de la Culture. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès du ministère de la Culture, donc avant la fin de l'année 2019, le renouvellement de l'agrément du service archéologique comme opérateur en archéologie préventive pour la réalisation des diagnostics au cas par cas prescrits sur le territoire communal. Vous avez d'ailleurs pu voir que ces diagnostics ont récemment donné du côté de Saint-Pierre-l'Étrier de belles trouvailles. Et article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur l'habilitation qui a été déposée sur table, y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote. Des oppositions, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. Je vous propose donc de modifier légèrement l'ordre du jour. Par ailleurs, cet ordre du jour est à la disposition des journalistes, évidemment, mais également des membres du public qui le désirent pour qu'ils puissent suivre le déroulé de notre conseil municipal. Et donc, à vous, chers collègues, comme au public, je vous propose donc de passer au point 7 avec l'intervention, et je souhaite vraiment les remercier d'être venus ce soir, de 2 groupements d'investisseurs pour parler de 2 projets que la ville soutient fortement en lien avec Cœur de Ville sur la place du Champ. Et je vous propose de commencer avec Monsieur Brassard pour exposer le projet qu'il porte avec la ville et la communauté de communes sur l'ancien Intermarché qu'il vient d'acquérir. Monsieur... Ah, je vous en prie. Messieurs, dames, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'accueillir parmi vous dans un très bel endroit. Merci à monsieur le maire de m'avoir convié. Quelques mots déjà pour me présenter. Donc, je suis pharmacien de formation. J'ai exercé une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, j'ai eu l'occasion de porter un projet qui me fait un petit peu penser à celui de votre ville. Donc je me suis installé en achetant une petite structure
que j'ai transféré dans une ancienne cafétéria casino qui était à l'abandon, collée au centre-ville de Roanne, donc un local de 800 mètres carrés, qui était chargé d'histoire parce que ces cafétérias casino, tous les habitants de Roanne venaient y manger le dimanche et ce local était laissé à l'abandon. Donc nous avons réhabilité ce local et ouvert une pharmacie avec un espace de vente très important de plus de 400 mètres carrés avec l'objectif de proposer un service important à l'ensemble de la patientèle. Voilà, donc c'est un projet qui ressemble un petit peu à celui qu'on va porter au sein de votre ville. Ça fait aujourd'hui bientôt 4 ans que nous sommes ouverts. Pour vous donner quelques chiffres, la pharmacie que nous avons rachetée, il y avait à peu près 70 passages par jour, donc 70 patients ou clients. Aujourd'hui, on compte à peu près 800 clients par jour sur notre structure. Nous sommes passés de 2 employés à 20 employés. Nous sommes passés d'une ouverture quotidienne 9h midi, 14, 19, fermée le lundi matin, le samedi après-midi. Aujourd'hui, nous faisons 8h30, 19h30 du lundi au samedi en continu, avec une influence importante le midi, entre midi et 2. On est proche centre-ville et nous avons beaucoup de gens du tertiaire qui travaillent à proximité, qui profitent de leur pause de midi pour venir chez nous et répondre à des besoins, que ce soit l'achat de médicaments, mais avec un espace de 400 mètres carrés, on propose bien évidemment beaucoup de produits orientés bien-être et santé, avec un regard particulier sur le choix, la disposition et une attractivité prix importante. Voilà. Donc j'ai la chance de faire partie de ce projet au sein de votre ville. C'est un très beau projet avec un local bien placé qui va être réhabilité. Donc pour faire un point rapide, aujourd'hui il y a une société civile immobilière qui a été créée, qui est en cours d'immatriculation. Quand je dis en cours, ça va être dans les jours à venir. Les compromis de vente sont signés. Donc à partir de là, ça va s'accélérer. Donc on a une profession réglementée. Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens parmi nous. Non. Donc il va y avoir l'acquisition de plusieurs pharmacies situées dans le centre-ville d'Autun, qui sont des petites structures, avec peut-être le désavantage, lorsque vous êtes seul dans ce genre de structure, vous ne pouvez pas vous former, vous ne pouvez pas livrer les patients, vous ne pouvez pas ouvrir 70 heures. Donc on va regrouper ces structures, faire un transfert et les mettre après réhabilitation et travaux dans l'ancien Intermarché. L'objectif, c'est de faire une structure importante. Donc vous l'avez compris, augmenter les amplitudes horaires d'ouverture, apporter le maximum de services possibles aux gens d'Autun, mais pas que. Par exemple, sur l'expérience que nous avons, nous, sur Roanne, 30% de notre clientèle fait plus de 15 minutes de voiture pour venir chez nous. Donc Roanne, je ne sais pas si vous savez où c'est, mais nous sommes à 1 heure de Saint-Étienne, 1 heure de Lyon, 1 heure de Clermont, un tout petit peu enclavé. Et la structure que nous avons créée attire beaucoup de monde et ça crée un vrai dynamisme de proximité pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Parce que ces gens-là, avant, soit allaient sur d'autres villes, mais en tout cas aujourd'hui sont rapatriés sur le centre-ville de Roanne. Donc ce que je nous souhaite, c'est la même aventure ici, avec une dynamisation du centre-ville, ou en tout cas de ce lieu de passage. Et donc certainement, je suis sûr, profitable à tous les commerces de proximité qui sont à côté, rue piétonne, commerce de bouche ou autre. Voilà.
Que vous dire d'autre? La poste, évidemment, est réintégrée sur site, donc sera maintenue avec le service de proximité tel que vous le connaissez. Vous avez à l'étage le projet d'emménagement de structures médicales. Donc vous avez la maison municipale de santé, la maison des spécialistes. On est sollicité par un certain nombre de professions libérales de santé pour intégrer les locaux. Médecins salariés, il y aura certainement des infirmiers, des kinés, etc. Donc ça va vous faire un centre de santé dynamique, plein cœur de ville, et pluridisciplinaire. Donc je pense que pour les patients, c'est toujours un avantage de ne pas avoir à naviguer à droite, à gauche pour pouvoir trouver des professionnels de santé. Ok, j'ai fait à peu près le tour. Alors le calendrier, l'acquisition, elle va se faire rapidement. Après, nous, on a déjà calé un archi. Va y avoir sollicitation des entreprises locales pour pouvoir répondre. Alors, c'est pas tout à fait un appel d'offres, mais en tout cas, on va solliciter toutes les entreprises locales en participation avec la mairie pour pouvoir faire la réalisation des travaux. Après, vous donner un planning exact dans l'année 2020. Je ne maîtrise pas ni les travaux, et puis il y a toujours des retards. Hein. Je sors de 6 mois de travaux, il y en avait 4 de prévus. Bon, ce sont les aléas. Par contre, je pense qu'à partir du moment où on aura les signatures, ça va s'accélérer, et on sera là en tout cas pour mener à bien ce projet. Voilà. On m'a sollicité sur les gardes. En tant que pharmacien, donc les gardes sont obligatoires. On nous a alerté sur une problématique particulière à Autun. J'étais assez surpris avec un week-end par mois, a priori. Vous n'avez pas de service de garde. Donc ça, c'est assez étonnant. Ce qui est sûr, c'est que les pharmaciens exploitants se rapprocheront des instances. On n'est pas seul décisionnaire. Hein. Vous avez un ordre de pharmaciens et souvent c'est piloté par des personnes qui sont présentes au syndicat. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on se rapprochera d'eux et qu'on aura les moyens sur une structure comme ça, certainement de prendre plus de gardes à notre charge, en les répartissant sur les salariés présents. Donc on a vocation à améliorer ce service-là pour l'ensemble des habitants de la commune et puis je pense aussi de l'agglomération. Voilà. Merci beaucoup pour compléter avec le soutien de la ville, soutien qui a été constant, moral, téléphonique, mailique, épistolaire depuis presque 2 ans, même un peu plus de 2 ans. Et donc c'est un projet qui finalement aboutit et je m'en réjouis avec donc cette cession par la foncière d'Intermarché à votre groupement pour réaliser ce projet. Par ailleurs, les espaces publics adjacents, que ce soit la rue de l'Ade de Tassigny, la rue de l'Arquebuse et le parking seront repris et aménagés en fonction des utilisations que vous souhaitez en faire, à la fois pour permettre le meilleur accès du public, y compris des usagers du service postal et de l'ensemble des services bancaires de la Poste, mais également pour faciliter la circulation. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours ensemble. L'idée étant que nous essaierons d'avoir les travaux au même moment pour pénaliser le moins possible à la fois la Poste et votre structure et les usagers, et puis pouvoir proposer en fin de travaux, en période 2020-2021, en fonction des chantiers, des marchés publics et des avancées ou des retards des travaux, un équipement de centre-ville revitalisé et une vraie centre de santé, maison médicale et grande pharmacie en plein centre-ville d'Autun qui, je pense, sera vraiment un plus pour l'attractivité, comme vous l'avez très bien dit, de l'ensemble des commerces de bouche de proximité. Et notre centre-ville se caractérise, et d'ailleurs de plus en plus, par des bars et restaurants en plein cœur de ville, notamment après la réfection de la terrasse de Metz,
mais également pour l'ensemble des commerces de la rue piétonne et des rues commerçantes. On sait que le client attire le client et c'est vraiment dans cette dynamique. Et ce que vous avez fait à Roanne est exemplaire. Et on est vraiment ravis que vous ayez choisi la ville d'Autun, qui est 2 fois plus petite que Roanne, mais qui a aussi un peu les mêmes caractéristiques. On est un petit peu plus loin de Lyon, mais on a aussi les mêmes enjeux de cœur de ville, et on est vraiment ravis de voir que la dynamique on impulse, et dont on reparlera sur un ensemble de dossiers, sur un ensemble de sujets, que ce soit les espaces publics, le patrimoine, le logement, l'attractivité commerciale, puisse se concrétiser par l'arrivée d'investisseurs extérieurs qui croient à la ville d'Autun et qui croient au potentiel du centre-ville. Donc merci beaucoup pour ça. Je propose, si vous avez quelques minutes, de prendre des questions, s'il y a des questions des conseillers. Monsieur Chandgros. Oui, mais on est heureux de vous accueillir. Je pense que la ville de Roanne doit être à peu près 3 fois plus importante. J'ai regardé comme ça, je pense que c'est plutôt ça. Et il y a peut-être, mais je n'ai pas pu vérifier avant, puisque je ne connaissais pas cette intervention, une petite dizaine de pharmacies à Autun. Combien il y avait de pharmacies à Roanne? C'est ma première question. À Roanne, il y a... alors sur Roanne même, il y a 18 pharmacies. 18. Et après, sur le nombre de... c'est beaucoup plus que ça, en fait. Parce que vous avez une communauté, une agglomération avec des villes adjacentes qui ont elles-mêmes des pharmacies. Mais sur Roanne même, il y a 18 pharmacies. Roanne est une ville qui a une histoire sur le textile assez importante et qui est passée de... je ne connais pas exactement, mais de plus de 60 000 habitants à 30 et quelques mille. Donc avec un problème démographique lié au nombre de licences. C'est une profession réglementée, les créations de pharmacies se sont faites en fonction d'un nombre d'habitants. Et la gestion de ces licences n'a pas été mise en rapport avec... cette décroissance. Exactement. Donc là, pour être clair, vous allez fusionner un certain nombre de petites officines qui partaient en retraite ou qui souhaitaient se regrouper pour des questions de conciliation vie professionnelle, vie familiale, etc. Voilà, vous avez... on a des obligations de service public. Présence, ouverture, et lorsque vous avez des structures petites, vous vous retrouvez seul face à beaucoup de problèmes. Il faut vous former. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas vous former. Fermez votre structure. Si vous fermez votre structure, vous avez un problème de gestion économique. Il y a un problème de qualité de vie. Les gardes, les heures d'ouverture, il faut tout faire. Plus la structure grossit, plus on peut résoudre ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, vous avez des structures sur Autun qui ont des difficultés personnelles, d'attractivité, des difficultés financières, des problématiques de service. Et vous avez donc des pharmaciens qui souhaiteraient, et puis il y a des gens qui veulent partir en retraite après avoir fait leur carrière, mais qui n'arrivent pas à vendre leur structure. Et ce projet s'articule aussi avec ça, donc racheter ces structures, donc permettre aussi à des gens de finir leur activité, de ne pas laisser vacant une entreprise qu'ils ont portée à bout de bras pendant pas mal d'années, de regrouper ces structures pour avoir une autorisation de transfert, parce qu'il y a une profession qui est réglementée. On ne met pas une pharmacie où on veut, comme on veut, hein. Mais en faisant un regroupement, vous gagnez des points dans les autorisations de transfert, hein, si je peux le tourner comme ça pour simplifier. Et donc de regrouper ça sur une structure plus importante. Donc les personnes partantes sont évidemment seront satisfaites. Il y a aussi des personnes qui vont rester et qui vont passer de petites structures à des structures plus grosses. Et nous, on est aussi là pour les accompagner parce que c'est un autre métier. Voilà, entre une petite structure où vous n'avez pas ou peu de salariés et une structure, donc on parle de 1000 mètres carrés. Je pense qu'il y aura très rapidement une vingtaine de salariés. Il va falloir la remplir. Pour la remplir, il faut de l'argent. Enfin, on est là pour ça. Hein. On a un savoir-faire là-dessus. On est dans un groupement. On a déjà des plans
On travaille déjà sur les plans d'aménagement intérieur. Donc tout ça, on sait faire parce qu'on l'a déjà fait. Je pense que ça va bien se passer, que ça va être une structure... c'est un très beau projet. Voilà. Pour nous, donc on est très content de le faire. Et je suis sûr que c'est très intéressant pour le centre-ville d'Autun, puis pour les habitants, parce que vous allez avoir une offre de services accrue. Voilà. Presque 1000 m². Voilà, donc après, vous avez une partie espace de vente, puis il y a une partie back-office. Vous avez forcément des bureaux, des salles de soins, des salles de vaccination, des salles de consultation. Donc, je pense qu'il y aura au moins 500 m² d'espace de vente. Donc, il y aura un très très large choix de produits. On sait rendre ces produits à des prix attractifs. Donc, c'est intéressant pour le portefeuille de tout le monde. Et puis après, il y a plein de missions qui se développent dans la pharmacie, la vaccination, les entretiens pharmaceutiques. Donc tout ça, il faut de l'espace, parce qu'à chaque fois, vous avez des salles dédiées. Donc si vous avez que 30 m², ça devient vite compliqué. Là, sur un local comme ça, on va pouvoir mettre en œuvre toutes les missions qu'on doit faire aujourd'hui et surtout celles qui vont arriver demain. Voilà. Alors, deuxième question, puis j'ajouterai un mot sur le partenariat avec la ville et la communauté de communes. Oui, à propos de l'intégration, finalement, votre modèle économique, il fonctionne à partir d'une première pharmacie, peut-être pas, il y a quand même un nombre minimum, et ensuite, il y a une adhésion possible dans les temps qui vont s'écouler après l'exploitation, lorsque l'exploitation a bien démarré. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un nombre minimum? Est-ce qu'ensuite, vous pouvez continuer, effectivement, d'absorber d'autres pharmacies? C'est en fait, si vous voulez, pour créer, pour aller dans ce local, il faut une licence. Oui. Alors, à Rouen, en fait, nous avons racheté une pharmacie. Oui, c'est ça. Voilà. À l'époque, il n'y en avait qu'une seule en vente. Oui, c'est comme ça que vous avez démarré. Voilà, on a démarré. Alors, mon expérience personnelle. Après, on a un autre pharmacien associé qui, lui, en a 7. Et qui s'est spécialisé dans ce genre de montage, avec des regroupements ou des fusions. Sur Rouen et dans la réalité, on a besoin d'une seule licence. Il se trouve qu'à Autun, vous avez un certain nombre de pharmaciens qui sont intéressés à la cession, qui sont en vente depuis plusieurs années, qui n'arrivent pas à céder leur fonds de commerce pour des questions... même pas de coût, parce que c'est juste, en fait, ils n'arrivent pas à vendre. Il y a personne ils ne trouvent personne, aucun repreneur. Donc c'est vrai que c'est intéressant alors pour eux, parce qu'ils vont pouvoir céder leur commerce, et pour nous, parce qu'en regroupant des pharmacies, on va aller demander une autorisation de transfert à l'ARS, qu'on pourrait avoir avec une seule licence, mais vous avez trop de pharmacies à Autun par rapport aux règles actuelles qui ont changé sur les 15 dernières années. Donc on va répondre à ce changement de règles en proposant à l'ARS de regrouper, de diminuer le nombre de licences, et en proposant, ils vont avoir les plans de la future pharmacie. Donc lorsque vous ouvrez une nouvelle structure, vous avez une obligation de mise aux normes qu'on ne vous oblige pas lorsque vous ne faites pas de déménagement, en fait. D'accord? Donc vous achetez une pharmacie, vous ne faites pas de travaux, il n'y a pas de mise aux normes. Voilà. Par contre, sur un transfert, l'ARS nous oblige à se mettre aux normes. Donc accueil personnes handicapées. Moi, la pharmacie que j'ai achetée, c'était pas adapté. J'avais pas de salle de confidentialité. J'aurais pas pu vacciner. J'avais pas de locaux pour mes salariés. Voilà. Donc en faisant ce transfert, on proposera à l'ARS des plans de mise en conformité. Et vu la taille du local, en tout cas, je sais qu'on sera en conformité. Donc il n'y aura pas de blocage à ce niveau-là. Il y aura un regroupement de licences que ça répond aux demandes actuelles de l'ARS. C'est un dossier sur lequel on ne devrait avoir aucun problème d'obtention, en tout cas d'autorisation. Voilà. Alors,
pour ajouter et développer sur le partenariat avec la ville et la communauté de communes, donc les médecins salariés du centre départemental de santé qui sont aujourd'hui à Saint-Andoche, et on a souvent des retours sur la difficulté d'y accéder, mais il a fallu aller vite. Le président du département souhaitait mettre très vite en place ces médecins salariés. Donc le département a donné son accord, et vous savez que le montage, c'est que c'est le département qui salarie, mais c'est la communauté de communes qui loge. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont logés sur le parc d'activités Saint-Andoche. Donc le département et la communauté de communes ont donné leur accord pour le retour en centre-ville, qui était une volonté majeure de la ville d'Autun d'arriver en centre-ville de ces médecins salariés. Et puis par ailleurs, vous savez qu'il y a une maison des spécialistes qui est en vente, enfin le bâtiment est en vente, et c'est la communauté de communes qui aujourd'hui loue ces espaces, rue de Parpas, là aussi à l'extérieur du centre-ville, et la communauté de communes a donné son accord. Alors un certain nombre des médecins l'avaient appris dans la presse, mais la communauté de communes avait déjà choisi. Il y a peut-être eu un hiatus de communication avec la ville d'Autun qui communique de manière un peu plus proactive que la communauté de communes, mais enfin bon, pour l'instant c'est un état de fait. En tout cas, ces plateaux, ces cabinets qui sont loués à des médecins spécialistes sur Autun, au lieu de louer au propriétaire actuel qui est Radiance rue de Parpas, la communauté de communes louera à votre groupement en centre-ville une surface équivalente pour loger ces médecins spécialistes. Donc il y aura des médecins spécialistes, des médecins salariés avec un portage public, et puis ensuite vous êtes d'ailleurs je vous transmets régulièrement, ça répond un peu à la question de Rémi Chantegros, pour les pharmacies qui voudraient rejoindre, je ne suis pas sûr que ce soit possible. En revanche, des professionnels de santé qui souhaitent rejoindre ce pôle, jusqu'à une certaine limite parce que les bâtiments ne sont pas extensibles, mais vous avez régulièrement, depuis que ce projet a été évoqué dans la presse, des sollicitations de personnes qui souhaitent transférer leur cabinet, voire, ce serait vraiment là l'idéal, mais il y a aussi quelques sollicitations, s'installer à Autun et se dire là je suis en plein centre-ville dans des locaux neufs, aux normes, avec une communauté médicale autour, une pharmacie en bas, des possibilités de stationnement. Je pense qu'on est aussi très attractif pour l'installation de professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, à Autun, et ça je pense que c'est aussi une excellente nouvelle pour l'ensemble de la population. Y a-t-il d'autres questions? Hubert, avec le micro. Je voudrais savoir comment est ressenti par les pharmacies locales sur ce projet. Alors, celles qui vendent, je pense, celles qui vendent sont contentes. Oui, non mais bon. Et les autres. Et les autres seront moins contentes. C'est ça. En fait, vous êtes dans un système, vous êtes dans un système concurrentiel où en fait, lorsque vous avez une ordonnance, on va tous proposer les mêmes médicaments, peut-être pas de la même façon d'ailleurs. Est-ce que vous avez du temps, du personnel qualifié? Est-ce que vous allez faire des conseils annexes? Donc là, on va s'inscrire dans un système qui va être concurrentiel, où nous, notre objectif n'est pas de regarder ce que vont faire les autres pharmaciens, mais de se concentrer sur notre savoir-faire et la prise en charge des patients. Voilà. Sur Rouen, l'expérience que j'en ai, effectivement, on a généré une très grosse concurrence, mais au bénéfice des patients. Donc moi, je peux que me satisfaire de ça. Et pour être passé de 70 à 800 patients par jour, je pense que les Rouennais sont contents du développement de ce genre de structure. Et je sais que partout où ça se passe, les gagnants, ce sont les patients. Voilà, donc là, ça sera une structure plein centre-ville, donc il y aura une vraie proximité. Voilà. Après, oui, juste pour vous interrompre, pour avoir suivi le dossier depuis le début, c'est un projet qui a été porté par les pharmacies locales. Oui. C'est au départ des pharmaciens qui voulaient soit se regrouper pour concilier vie familiale et vie professionnelle, parce qu'il peut y avoir des horaires compliqués, ou des pharmacies qui voulaient céder parce qu'elles partaient en retraite et elles ne trouvaient pas de repreneur, qui se sont concertées entre elles et qui, du coup, ont monté ce projet, sont venus vous chercher, vous êtes arrivés. À l'initiative, c'est ça vient des pharmaciens locaux. Locales. C'est-à-dire que sans notre intervention, le projet n'aurait pas cette ampleur.
Mais il y avait des projets de regroupement et donc de fermeture de pharmacies qui se seraient faits quoi qu'il advienne. Alors certainement avec une finalité moins attractive pour la patientèle, parce que ça aurait été de simples fermetures de pharmacies et les pharmaciens qui restaient se seraient regroupés dans un local existant, mais sans modification. Et donc en fait on est venu nous chercher pour un savoir-faire et un financement extérieur pour faire grossir ce projet, et donc avec l'opportunité du local, le projet prenait une toute autre ampleur. Mais oui, il est porté, effectivement, vous avez raison de le dire, hein. Moi je viens pour vous parler de ce projet parce que on va être dedans et que c'est des projets qu'on aime réaliser, mais c'est bien des pharmaciens d'Autun qui ont initié ce projet. Donc vous retrouverez dans le projet et derrière le comptoir des pharmaciens bien connus, locaux. Donc il y a le secret des affaires et puis l'autorisation pendante de l'ARS, mais c'est un projet porté par des Autunois au départ et qui sera principalement exercé par des pharmaciens autunois existants. Rémi Chantegros. Allez, je promets que c'est la dernière. Oui, pas de problème. Vous m'excuserez, j'ai probablement mal écouté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes propriétaire des locaux du parking? Et dit autrement, la Poste aujourd'hui vous loue, où en est? Parce que vous employez le terme de projet. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, la société, c'est une SCI qui reprend, les statuts ont été créés, elle est enregistrée ou en cours d'enregistrement. Les compromis sont signés, donc la signature et l'acte de propriété va se faire très rapidement. Donc c'est pour ça que je parle encore de projet. Peut-être que dans 10 jours, peut-être que le prochain conseil municipal... Alors, le compromis est signé, la déclaration d'intention d'aliéner, donc la prescription est levée. Donc la mairie, pardon, pas la prescription, la préemption est levée. Donc la mairie a donné son feu vert à l'acte authentique qui va avoir lieu avant la fin de l'année. La Poste était locataire d'Intermarché, sera locataire de votre projet. Les accords sont trouvés. Avec des accords qui ont été trouvés. Ça a été un des points les plus longs. Compliqué. Il y a eu c'est un dossier extrêmement compliqué où il fallait vraiment tenir par tous les bouts. Vous avez à la fois donc la ville, la communauté de communes, le département, les médecins eux-mêmes, vous, les pharmaciens et les différents pharmaciens qui se regroupent, la Poste, l'architecte des bâtiments de France qui va venir. Donc un projet très complexe et qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Je salue aussi les équipes de Action Cœur de Ville et Joseph Derose qui ont été vraiment à votre soutien et mobilisés en permanence, ainsi que les services techniques, Céline Lenoble, pour aussi faire l'interface. Il y avait Imo Mousquetaire aussi, hein. La foncière d'Intermarché, c'est aussi quelque chose. Et donc la Poste reste sur les lieux dans une configuration réaménagée. Il y a eu aussi un accord sur les plans. Il a fallu d'ailleurs une intervention au niveau national pour que ça puisse se débloquer. Donc la Poste reste sur les lieux, dans des locaux d'ailleurs qui seront aux normes et hors d'eau. Parce que je rappelle, notre ami qui est postier n'est pas là ce soir, mais il y avait quand même une revendication des syndicats de la Poste par rapport aux conditions de travail, un espace aveugle dans lequel plusieurs fois il y a eu des infiltrations d'eau dans le local. Donc là, il y aura, sans dévoiler le projet en entier et les plans, ce sera à la Poste et à vous de le faire, mais quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus lumineux et de neuf et hors d'eau sur la Poste. Et puis donc, nous, la ville, nous n'avons pas la compétence santé qui est intercommunale, c'est pour ça que c'est la communauté de communes qui porte les médecins salariés du département et les médecins spécialistes, mais nous allons nous occuper de l'aménagement, donc le parking qui est aujourd'hui un parking privé qui appartenait à Intermarché, que vous achetez dans l'acte d'achat, que vous allez nous rétrocéder. On va s'occuper, on est en train de réfléchir dessus du tènement et de réaménagement de ce parking, de la réaménagement de l'accès par la rue de l'Arquebuse et du réaménagement également devant du parvis rue de l'Atte de Tassigny. Donc voilà le montage et l'interaction entre les différents acteurs institutionnels et privés sur ce projet de revitalisation qui va vraiment booster, je pense,
en termes de services et en termes de commerce, le centre-ville. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose du coup de vous remercier. Je vous remercie. Et même de vous applaudir. Enfin, moi, je vraiment pour votre intervention et le choix de votre projet sur la ville et d'être venu à Roanne et de repartir. Soyez prudents, la route est glissante. Merci bien, bonne soirée à tous. Merci et beaucoup. puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, les délibérations relatives à l'espace public vous seront proposées au prochain conseil. La DIA a été signée, donc la mairie a levé son droit de préemption la semaine dernière, donc on n'a pas encore le bornage, on n'a pas encore un certain nombre d'actes indispensables pour la rétrocession du parking, l'aménagement, mais ça vous sera proposé au prochain conseil municipal. Je vous propose du coup sur toujours la place du Champ et le centre-ville et toujours le programme Action Cœur de Ville, et notamment l'appel à manifestation d'intérêt Réinventons nos cœurs de ville, pour lequel nous avions délibéré et pour lequel la ville d'Autun était retenue comme 54 autres villes et avec un accompagnement de l'État de 50 000 € d'ingénierie pour être dans ces projets innovants de revitalisation soutenus par l'État, de vous présenter le projet que porte la structure Habitat et Humanisme et sa foncière, la Pierre Angulaire, qui sont aussi des investisseurs venus du sud, plutôt de la région lyonnaise, et je vous propose d'accueillir le président d'Habitat et Humanisme Saône-et-Loire, Jean Ingy, pour vous parler de sa réponse qu'il nous adressera formellement le 21 décembre. Là, le timing aussi a été serré et le temps de pouvoir recevoir l'offre. Nous recevrons l'offre formalisée, même si j'ai bien reçu votre mail d'aujourd'hui, c'est tout à fait alléchant, mais on attendra l'offre finalisée pour vous parler donc du projet d'habitat et humanisme, de résidence intergénérationnelle sur l'ancien hôpital. Le temps que vous installiez, je rappelle les 4 points, je me tourne vers Joseph pour ne pas en oublier un, Joseph de Rose, de notre appel à manifestation d'intérêt sur ce tènement. Premièrement, c'était conserver la valeur patrimoniale du site. Nous sommes sur un ancien hôpital classé et qu'il faut à tout prix préserver d'un point de vue historique et architectural. Le deuxième point, c'était proposer un espace ouvert de circulation qui puisse être ouvert au public et qui permette une circulation piétonne entre la Croix-Verte, l'Hexagone et le centre-ville. Là aussi, pour pouvoir ouvrir le centre-ville et permettre au parking de l'Hexagone de jouer aussi le rôle de parking de délestage et le lien entre ce quartier d'habitat collectif de la Croix-Verte et le centre-ville. Permettre aux associations qui sont aujourd'hui locataires du centre hospitalier d'Autun, qui sont implantés, qui ont investi, à savoir l'ASSAD, la Fédération française de cardiologie, cœur et santé, l'épicerie sociale, l'accueil de jour, l'accueil de jour, c'est pas une association, mais en tout cas l'épicerie sociale, cœur et santé et l'ASSAD, de pouvoir rester sur les lieux dans les bâtiments qu'ils occupent aujourd'hui et donc qu'ils ont aménagés à usage de leur association. Et puis le quatrième point, c'est d'avoir une mixité des usages, qui était aussi un point impératif de cet appel à manifestation d'intérêt. L'usage commercial a assez vite été écarté puisque le tènement est difficilement exploitable en vue de la vente, mais des usages mixtes en termes d'habitat, en termes de services publics, en termes de lieux de rencontre et en termes de public au pluriel, c'est-à-dire avoir des personnes d'horizons différents qui se rencontrent. Et nous avons eu la chance là aussi, mais une chance qui a été provoquée par notre programme Action Cœur de Ville, notre volonté de revitaliser le centre-ville et notre proactivité, puisque je vous rappelle ou vous informe que sur ce programme Action Cœur de Ville, pour l'instant, nous sommes classés dans le top pour avoir croisé le préfet coordonnateur de cette action du gouvernement, le préfet Roland Mouchel-Blaiseau, que j'ai encore croisé à la remise du prix du Bon Coin, mon centre-ville a un incroyable commerce, la ville d'Autun ayant remporté le premier prix. On était quelques maires, il y avait Brignoles, il y avait Autun,
Il y avait une autre ville dans les Vosges également, où il disait, voilà, on a toujours les mêmes, on est dans les villes les plus en pointe et les plus identifiées. D'ailleurs, nous espérons candidater pour organiser prochainement des rencontres nationales d'Action Cœur de Ville qui ont eu lieu cette année à Arras. Et donc, nous avons présenté cet appel d'manifestation d'intérêt dans les temps aux Assises du logement, au Conseil économique, social et environnemental. C'était Joseph de Rose aux Assises nationales du logement. Et donc, nous sommes entrés en négociation depuis quelques mois maintenant avec Habitat et Humanisme, qui est une structure dont nous partageons entièrement les valeurs pour ce projet que nous avons accompagné, dont l'offre finale, je le répète, sera déposée le 21 décembre. Mais je remercie, et j'en termine par là, le président Bernard Devers et Jean Hingy, président départemental, de s'être intéressés et de nous présenter ce soir l'état d'avancement du projet et les grandes lignes de ce qui va être remis formellement le 21 décembre à la ville d'Autun. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout d'abord. Merci tout d'abord à Monsieur le maire et à vous tous, conseillers municipaux, de m'accueillir ce soir, de m'offrir un peu de votre temps. Ce que je vais faire ce soir, c'est surtout essayer de vous présenter ce qu'est la structure Habitat Humanisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette structure. On n'est malheureusement pas très très connu au niveau du grand public. On est plus connu dans des milieux plus spécifiques, plus techniques. En gros, Habitat Humanisme, c'est une association qui a 35 ans. On dit qu'elle a plus de 30 ans. Elle a 35 ans l'an prochain, très exactement. Et cette association a d'abord dans la région lyonnaise, elle est originaire de la région lyonnaise, de Lyon même, et a commencé par chercher à loger des personnes qui étaient défavorisées et qui avaient des soucis soit d'origine sociale, soit d'origine de handicap ou d'âge ou de choses comme ça. L'essentiel de notre association, dans les gens que nous logeons, c'est le prendre soin, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes dont nous allons nous occuper vont pouvoir se réinsérer, vont pouvoir recréer des liens et vont pouvoir revenir à l'intérieur de la société normale, celle qui nous occupe tous, parce qu'on se rend compte que des gens qui sont en difficulté, très très souvent, se recroquevillent sur eux-mêmes et perdent tout lien, tout rapport avec la société. Donc le mouvement fort de ces valeurs-là, qui sont nos valeurs de base, a voulu créer quelque chose qui soit également équilibré au niveau financier, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dépenser à fond perdu de l'argent pour pouvoir loger des gens, mais il faut que toutes les opérations que nous fassions soient des opérations qui s'équilibrent. Elles peuvent s'équilibrer longtemps dans le temps, parce que les loyers que nous pratiquons sont des loyers très bas, mais il n'empêche que nous arrivons toujours à un équilibre de nos opérations, et tout simplement parce que nous utilisons de l'argent qui vient de donateurs. C'est pas de l'argent qui nous appartient ou qui nous tombe du ciel comme ça. Les missions que nous avons, c'est de permettre à des personnes, donc je vous ai dit tout à l'heure, qui sont en précarité et qui ont des soucis qui viennent soit d'un point de vue social, soit d'un point de vue handicap, soit d'un point de vue âge, leur permettre d'accéder à un logement qui soit un logement décent. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est véritablement très important. On veut aussi que ces logements décents ne se retrouvent pas dans un quartier particulier, dans des bars particulières, mais on veut que ces logements décents se trouvent en centre-ville. Nous appelons ça des quartiers équilibrés, c'est-à-dire que les gens que nous logeons vont pouvoir loger exactement dans les quartiers que vous habitez aujourd'hui, et nous nous faisons fort de faire en sorte que cette habitation se passe de la manière la plus normale possible et sans aucun problème pour aucun habitant. Et le cœur de notre projet, quand on loge des gens, c'est de les accompagner et c'est de proposer un accompagnement, et un accompagnement qui soit un accompagnement bénévole. C'est-à-dire que nous ne nous substituons en aucun cas aux travailleurs sociaux qui ont toutes leurs valeurs et dont on respecte absolument le travail. Mais la particularité de notre association est qu'on ne loge pas une seule personne sans lui proposer de venir la voir. Et de venir la voir, ça veut dire que
bon, on a une petite expérience nous-mêmes aussi, et on va pouvoir soit aller juste de temps en temps voir une personne ou une famille dont on voit qu'elle se débrouille à peu près, ou venir voir très régulièrement et très fréquemment une famille ou une personne seule dont on sent qu'elle a du mal à acquérir son autonomie à l'intérieur du logement. Pour nous, ce sont des choses qui sont très très simples, mais être autonome dans son logement, c'est-à-dire être capable de régler les factures qu'on a à régler, être capable d'entretenir son logement correctement et d'y vivre de façon saine, c'est pas donné véritablement à tout le monde. Et plutôt que de mettre les gens dans un logement et de les oublier ensuite, pour nous, l'essentiel de notre projet, c'est de les accompagner, c'est de venir les voir. Et c'est petit à petit, en établissant les liens dont je parlais tout à l'heure, que l'on arrive à faire en sorte que ces personnes soient des personnes qui se réintègrent petit à petit et qui se mettent à vivre de façon tranquille et se mettent à avoir un respect d'elles-mêmes, parce que c'est souvent cette confiance en elles qu'elles ont perdue. Alors, pour réaliser tous ces programmes-là, on verra la quantité de programmes que l'on a tout à l'heure, mais pour réaliser ces programmes-là, on s'appuie sur deux choses essentielles. On est à la fois propriétaire de certains logements, ou si on n'est pas propriétaire, on peut avoir des arrangements, alors je dirais que c'est plus d'ordre juridique, mais pour reprendre des bâtiments et des habitations et les réhabiliter pour en faire des habitations décentes à notre vue, hein. Et d'autre part, on s'appuie également sur ce que nous appelons des propriétaires solidaires, c'est-à-dire des gens qui disposent d'un appartement et qui ont envie de nous le confier pour qu'on puisse y mettre des personnes à l'intérieur. Alors, les appartements que nous achetons appartiennent tous à deux sociétés foncières, qui sont des sociétés qui se trouvent à Lyon, à Caluire, très exactement, là où est notre siège, où se trouve notre fédération. Une société qui s'appelle la Société foncière d'habitat et humanisme, qui, elle, est ce que nous appelons chez nous le canal historique d'habitat et humanisme, c'est-à-dire le logement des personnes, quelles que soient ces personnes, mais le logement des personnes en habitation diffuse, c'est-à-dire un appartement à côté d'un autre appartement, ou en habitat collectif. Et une seconde foncière qui s'appelle EHD, qui signifie Entreprendre pour humaniser la dépendance, et qui s'occupait initialement essentiellement d'EHPAD, puisque nous possédons 40 EHPAD en France, et donc la société foncière qui avait acquis ces EHPAD s'appelle EHD, et le travail de EHD a été étendu soit sur du domaine de la recherche et développement dans le milieu social, parce qu'on fait beaucoup de recherche et développement au milieu social, soit sur des opérations qui soient des opérations un petit peu plus importantes. Les logements que nous mobilisons auprès de locataires, de propriétaires, sont des logements qui sont confiés ensuite à des AIVS. Nous possédons des AIVS. AIVS, ça veut dire Agence immobilière à vocation sociale. Et ces AIVS ont des particularités de suivi de leurs locataires, et elles possèdent toutes des travailleurs sociaux. Donc ces travailleurs sociaux vont aller visiter également régulièrement les locataires et voir avec eux quel est le bilan social et de quelle façon est-ce qu'on peut les aider. On a en fait 4 grands types d'habitat. On a l'habitat de logements individuels qui sont situés dans la ville, et pour nous, ils seront toujours situés très proches du centre-ville. C'est une nécessité qu'on a. On a par exemple, si l'on prend ici à Châlons, on a 142 logements. Les 142 logements se trouvent tous très près du centre-ville et parfois dans le centre-ville historique. On a également des pensions de famille. Donc des pensions de famille, je crois que vous en avez une à Autun. Des pensions de famille, c'est pour des gens qui sont en plus grande difficulté, où là, on va pouvoir aider ces personnes-là. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'autonomie dont je parlais tout à l'heure, hein. Des habitats intergénérationnels, c'est quelque chose qui pourrait être particulièrement intéressant ici, et les EHPAD dont je vous ai parlé, qui, eux, sont gérés par EHD. Alors, si on fait un tout petit focus sur l'habitat intergénérationnel, pour nous, c'est un petit habitat au maximum une quarantaine de logements. On n'est pas à quelques logements près, hein, mais disons qu'au maximum une quarantaine de logements avec un minimum de 10 logements. Pourquoi ? Pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un effet de groupe à l'intérieur de cet habitat. Dans cet habitat, on aura à la fois des jeunes, qui peuvent être des apprentis, qui peuvent être des étudiants. On aura des familles monoparentales
et des personnes âgées non dépendantes, ou parfois, dans certains, ça dépend des projets, on en verra 2-3 tout à l'heure, ou parfois des personnes âgées qui sont, alors ce ne sont pas des EHPAD, hein, mais qui sont avec une certaine dépendance, et les logements seront prévus pour permettre à ces personnes de continuer d'habiter dans leur logement. Pour nous, une des grosses problématiques, c'est d'essayer de conserver les personnes dans leur logement le plus longtemps possible. Les personnes âgées, on se rend très bien compte que les personnes âgées, à partir du moment où soit elles changent de logement trop fréquemment, ou soit elles s'en vont vers un EHPAD, ce sont des seuils qui sont très très difficiles pour elles à supporter. Donc, je vous ai parlé des publics que l'on peut avoir. La dynamique participative, c'est tout simplement à l'intérieur d'une résidence intergénérationnelle, vous allez à nouveau avoir des bénévoles. Ces bénévoles vont pouvoir faire des accompagnements individuels, mais surtout, ces bénévoles serviront à faire un accompagnement collectif, c'est-à-dire faire en sorte que, comme je vous le disais tout à l'heure, cette résidence intergénérationnelle prenne. Et on aura toujours chez nous, dans une résidence intergénérationnelle, des lieux collectifs, c'est-à-dire une salle à manger avec probablement une petite cuisine, peut-être un salon, des endroits où l'on peut organiser des choses, où les bénévoles pourront organiser des choses et faire en sorte que la maison vive. L'objectif dans une maison intergénérationnelle, c'est qu'une personne âgée qui rentre le soir chez elle et qui se dit « mince, j'ai oublié le pain », puisse demander à un jeune « est-ce que tu ne voudrais pas ressortir pour aller me chercher du pain ?» ou qu'une personne âgée puisse garder ou parler avec des enfants d'une famille monoparentale. C'est-à-dire, c'est véritablement faire en sorte que les vies s'interpénètrent les unes les autres. On a à l'heure actuelle en France 31 résidences intergénérationnelles qui sont en fonctionnement. On en a 20 en projet. Pour vous donner un petit peu le genre de volume que l'on est capable de faire. Donc on commence à avoir une expérience, et le fait que nous soyons groupés en fédération nous permet d'échanger nos expériences d'une résidence à une autre. C'est la même chose pour les pensions de famille. Donc je ne vais pas revenir sur cette slide-là qui est principalement axé sur l'accompagnement. Vous avez compris que pour nous, l'accompagnement est véritablement le cœur de notre métier. Bien sûr, on a des logements. Notre objectif, c'est de loger les gens, mais pas seulement de les loger. On n'est pas un bailleur social. On est vraiment là pour accompagner les gens et essayer de les réinsérer socialement. Donc, le prendre soin est un élément vraiment très, très important pour nous. Et on s'axe beaucoup sur le prendre soin, parce que c'est prendre soin aussi bien de l'enfant d'une famille que de la personne âgée jusqu'à ce qu'elle aille, qu'elle entre dans un EHPAD, ou qu'elle n'y entre pas d'ailleurs. Les entreprises à vocation sociale que nous avons, ce sont des entreprises qui sont des agences immobilières normales avec un suivi particulier dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec également un positionnement fiscal qui est un petit peu particulier et qui permet d'inciter les propriétaires à nous confier des logements, dans la mesure où un propriétaire qui nous confie un logement va nous confier également la population du logement. À savoir, c'est nous qui allons décider qui va entrer dans le logement, c'est nous qui allons suivre la personne qui se trouve dans le logement, et c'est nous qui allons faire en sorte que les loyers soient payés de façon régulière et les factures soient payées de façon régulière, que le logement soit correctement entretenu. Donc, si vous voulez, dans nos bénévoles, on n'a pas que des bénévoles accompagnants, on a aussi ce que l'on appelle des bénévoles bricoleurs qui sont là pour faire les petits travaux qui sont à la charge du locataire habituellement et que parfois les locataires ne sont pas capables de faire. Donc on ne va pas les faire à leur place, mais on va les faire avec eux. Nous avons également des bénévoles qui vont s'occuper de l'entretien des logements eux-mêmes. Alors s'il y a une chaudière à changer, s'il y a des choses comme ça. Nous allons avoir des bénévoles qui vont s'occuper d'aider les gens à ne pas trop consommer au niveau énergétique, c'est-à-dire de simplement mettre le chauffage à une valeur qui soit correcte, de faire attention à éteindre la lumière quand on quitte une pièce ou des choses comme ça, ou ne pas laisser les fenêtres grandes ouvertes quand on fume une cigarette. Enfin, toutes ces choses-là vont être faites par des bénévoles sous diverses formes. Vous voyez qu'on essaye de se spécialiser à chaque fois. Voilà, en gros, ce que je vous ai dit se retrouve dans cette diapo-là, c'est-à-dire que nous avons une fédération qui se trouve au centre, et puis ensuite, la pierre angulaire qui est notre gestion d'EHPAD, les 8 AIVS, c'est-à-dire les 8 agences immobilières qui se trouvent en haut sur votre droite,
et 55 associations en France. On couvre 81 départements. Donc, certaines associations ne font que couvrir un département, d'autres s'occupent d'un département limitrophe en même temps. Les 2 sociétés foncières dont je vous ai parlé. Les 55 associations ont toutes un label Habitat Humanisme et respectent les valeurs d'Habitat Humanisme. C'est quelque chose de très, très important pour nous. En quelques chiffres, hein, sans aller trop loin, donc on a une fédération, hein, nos 55 associations sur les 80 départements. On a une association dont on est très fier, une implantation dont on est très fier, pardon, qui se trouve en Belgique, et une qui est en train de naître, qui va se trouver au Luxembourg. Donc les 2 sociétés foncières pour 4400 logements. Donc vous voyez qu'on a 4400 logements qui sont de notre propriété ou qui nous sont confiés dans différents types de baux à réhabilitation ou de choses comme ça. Et 3850 logements qui sont des logements de propriétaires, donc qui sont gérés par les agences immobilières. On a 850 places d'accueil de réfugiés, c'est une petite action chez nous, et 40 EHPAD qui comptent pour 2870 lits. Donc là aussi, c'est pas tout à fait petit non plus, c'est quelque chose de relativement important, et ça fait l'objet vraiment d'une branche d'habitat humanisme. Alors on essaye de plus en plus de ne pas travailler en silo. On essaye de travailler sous une forme, je dirais, conjointe, à savoir qu'une association s'occupe de différentes activités d'habitat humanisme, savoir que l'activité principale dans le département sera celle qui prendra un peu de leadership, et puis les autres activités viendront se greffer sur cette activité principale. On a logé 23 000 familles depuis qu'on existe, on en est très fiers. Et on accueille 600 personnes chaque année dans nos EHPAD. Je ne suis qu'un 4200e de l'association, c'est-à-dire qu'on est 4200 bénévoles, on est très nombreux, et 1550 salariés. Alors, le nombre de salariés peut sembler un petit peu important, mais il vient surtout des EHPAD, parce que les EHPAD sont des établissements où on est contraint d'avoir des salariés, et de toute façon, il est souhaitable qu'on ait des salariés. Et on a 40 000 sympathisants qui sont des gens qui vont nous suivre, soit sous la forme de dons, soit sous la forme d'achat d'actions. Alors, les 2 sociétés foncières dont je vous ai parlé sont des sociétés foncières pour lesquelles chacun peut acheter une action. La société foncière d'habitat humanisme, c'est une société qui a un capital de 230 millions aujourd'hui, oui, et pour lesquelles on a plus de la moitié des investisseurs qui sont des particuliers, ce qui nous donne la force de cette société foncière. On a moins d'un quart d'investisseurs qui sont des investisseurs structurels, et donc grâce à cela, on a une force relativement importante dans cette société foncière. C'est-à-dire que si on avait une majorité d'investisseurs structurels, on aurait un risque d'investisseurs qui se désengagent et qui nous poserait des problèmes. Habitat Humanisme en Saône-et-Loire, je vais quand même vous en parler un tout petit peu. On a 163 logements avec des implantations à Châlons, Tournu, Mâcon et le Creusot. Historiquement, on va fêter nos 25 ans, nous, ça sera que 25 ans l'année prochaine. Historiquement, on est installé à Châlons, donc c'est là qu'on a le plus grand nombre de logements. Il faut savoir qu'à Châlons, on a un petit peu plus d'un tiers de logements en propriété d'Habitat Humanisme, et 2 tiers, donc un petit 2 tiers qui sont des logements de propriétaires solidaires. Donc c'est une activité à Châlons qui fonctionne bien et qui a surtout bien fonctionné parce que le marché locatif de Châlons a subi des moments de difficulté, hein, vous savez, ces dernières années. Et donc beaucoup de propriétaires se sont tournés vers nous. En réalisation, on a une pension de famille à Tournu, donc une pension de famille qui va compter 20 logements. Donc là, c'est de la construction neuve. Et en projet, une résidence intergénérationnelle à Mâcon, en centre-ville de Mâcon, donc avec un process de cœur de ville un petit peu comme ici. Mais disons que l'objectif pour nous, c'est de récupérer, alors c'est un achat en l'occurrence, hein, parce que la ville de Mâcon ne peut pas racheter tous les logements, enfin tous les immeubles qu'elle met dans son opération. Et pour nous, ce serait un achat, c'est encore en projet, on n'a pas pris de décision encore, mais ce serait un achat avec la construction dedans de 22 logements. Donc pareil, hein, avec les 3 générations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur les 156 familles oui, je crois qu'il y a une petite erreur. Sur les 163 familles que nous logeons,
46% sont des personnes seules et 36% sont des familles monoparentales. Donc vous voyez qu'on a une énorme quantité, hein, près de 80% des gens que l'on loge, qui sont soit des personnes seules, soit des familles monoparentales. Et ce qui se passe très très souvent, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais ce qui se passe très souvent, c'est qu'un couple se marie, a des enfants, habite un logement relativement important, le couple se sépare, ça veut dire que ça va générer une personne seule et une famille monoparentale. Ni l'un ni l'autre ne sont capables de conserver l'appartement dans lequel ils habitaient auparavant, puisqu'ils divisent leur revenus, si revenus il y a, par deux. Et donc, on a une problématique très très grande aujourd'hui, aussi bien à Mâcon, à Châlons, que de trouver des appartements petits pour des personnes seules. Alors, quelques réalisations de la foncière. Je les ai sélectionnées un petit peu, je ne savais pas trop quoi vous montrer, mais voilà, on va essayer de voir là. Ce sont des réalisations qui sont dans des bâtiments qui étaient classés. Donc, à Annecy, l'ancien hôtel de la Manée, où on a créé 12 appartements. Là, c'est 12 appartements pour loger des personnes en difficulté. Il n'y a pas une vocation particulière. À Lyon, c'est quelque chose qu'on aime bien parce que c'est la première opération qu'a fait Bernard Devers, qui est le fondateur de l'association. C'est la cour des Voraces. C'est-à-dire c'est une cour dans le Vieux-Lyon qui est classée, hein, avec l'escalier extérieur. Enfin, ceux qui connaissent un peu Lyon connaissent peut-être ça. Et l'opération, donc, qui est ancienne maintenant, elle va avoir bientôt 35 ans, l'opération consistait à réhabiliter des logements, parce que la cour de Véros en question était dans un état qui était vraiment très 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 mal à l'époque. Il fallait réhabiliter ces logements tout en gardant les locataires à l'intérieur. C'était une gageure, Bernard Devers l'a relevé, et aujourd'hui on l'a toujours et on en est extrêmement content. Donc à Tours, il y a eu la réhabilitation du cloître des Capucins. Donc là, c'est pareil, ce sont 31 logements d'une résidence intergénérationnelle qui sont faits à l'intérieur d'une habitation, enfin d'un bâtiment qui est classé monuments historiques. C'est pas nécessairement 2018, ils sont tous récents. Tous. Tours, c'est 2018, oui, tout à fait. Alors là, on n'est plus tout à fait dans les réalisations intergénées, mais quand même, je tenais à vous en parler parce que ce sont des réhabilitations dont on est particulièrement fiers. Alors, à Versailles, on a le pôle gérontologique de Versailles-Lépine, où là, l'objectif, ça a été de dire on va faire un EHPAD, hein, on va loger des personnes âgées, mais en même temps, on va permettre à des personnes âgées qui n'ont pas besoin d'être dans un EHPAD de venir chez nous pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours pour suivre un traitement médical particulier ou un traitement paramédical quelconque, mais ce sont vraiment des lieux où les gens peuvent venir et ils s'y sentent tellement bien que de temps en temps on a des demandes pour des personnes âgées qui veulent simplement passer quelques jours chez nous sans avoir aucun traitement médical, et si on a de la place, on leur permet de le faire. Il y a également une unité Alzheimer avec 45 places. Donc là, c'est aussi une unité qui est particulière, qui ne fait pas partie de l'EHPAD, parce que souvent, les gens, malheureusement, souvent les gens Alzheimer sont mis dans des EHPAD alors qu'ils n'ont pas besoin d'y être. Hein. Physiquement, ils n'ont pas de gros problèmes. Ils ont un problème qui est plus un problème mental. Et donc là, c'est une unité qui est particulière, qui est à côté. Je voulais vous parler également de l'espace Emmanuel Mounier, qui là, ce sont les anciennes prisons de Lyon, dans lesquelles on a réalisé 122 logements. C'est une très très grosse opération pour nous, hein. C'est assez rare qu'on fasse ça. Cette opération est une opération particulière où on loge des étudiants à Lyon, et le coût de logement pour les étudiants à Lyon est important, un peu comme à Paris, moins important, mais quand même très très dur à supporter pour des étudiants. Donc on loge des étudiants en leur offrant un logement à très bas coût, mais en passant avec eux un contrat moral. Ce n'est qu'un contrat moral, hein, il n'a aucune valeur légale, mais on passe avec eux un contrat moral qui est de parler de temps en temps de bigénérationnel ou d'intergénérationnel. L'intergénérationnel étant, il va y avoir des personnes âgées qui vont se trouver dans le bâtiment, vous vous engagez à aller les voir, à passer un peu de temps avec elles, comme je disais tout à l'heure, à les aider à changer une lampe ou à aller chercher le pain. Et il y a également des opérations de bigénérationnel, où là c'est du logement... sont des logements communs entre des personnes âgées et des jeunes,
où ils vont habiter chacun leur chambre, chacun leur salle de bain, etc. Mais on va partager un espace commun et la personne âgée qui va vivre là va se trouver avec une vie dans son appartement et ça donne des résultats qui sont très, très intéressants. Les projets en cours à l'heure actuelle, on a une résidence intergénérationnelle à Nantes. Donc, ce sont des réalisations de 66 logements et une pension de famille en même temps. Hein. Ce sont des choses qui vont tout ensemble. On a une résidence intergénérationnelle à La Rochelle qui est un très gros projet pour nous parce qu'il s'agit de la réhabilitation de la chapelle et d'un cloître qui sont classés et pour lequel l'évêque local a eu beaucoup de mal à nous laisser entrer, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Mais on a rénové ça, l'opération est en train de se terminer. On a rénové ça, bien entendu, en accord avec l'architecte des bâtiments de France, mais je pense avec vraiment une très très belle qualité de travail. Et enfin, un grand espace qui se trouve à Paris 15e, où là on a construit ex nihilo un logement, après avoir démoli l'immeuble qui était auparavant. Et là, on aura 47 logements, dont 2 colocations intergénérationnelles, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.